La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement sur des sujets européens. La parole est à monsieur Thierry Benoît. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, demain, les Britanniques se prononceront par un référendum sur le maintien de leur pays dans l'Union européenne. Un jour historique, car quelle que soit l'issue du vote, c'est le destin de l'Europe qui se joue. Face à l'une des plus graves crises de la construction européenne, où est la France? Que propose-t-elle? Que souhaite-t-elle? Personne, je le crains, ne le sait vraiment. Depuis 5 ans, les crises se multiplient sans que vous ne soyez à l'initiative. Hier encore, leader en Europe, la France répond désormais aux abonnés absents. Ce silence coupable, Monsieur le Premier ministre, sera, soyez-en sûrs, l'une des plus grandes fautes de ce quinquennat, sinon la première. Pas d'audace, pas de vision, pas d'ambition, et j'ajouterai même pas d'enthousiasme. En 1950, l'Europe représentait 28% de la population mondiale. Elle en représente aujourd'hui 7% et moins de 3% en 2060. La France doit tenir son rang en Europe et retrouver son influence, sa force de proposition. À l'UDI, nous avons identifié 4 priorités. 1. Créer un gouvernement et un parlement de la zone euro. 2. Conduire une politique étrangère et de défense commune contre le terrorisme. 3. Adopter une politique commune de sécurité intérieure. 4. Instaurer une politique migratoire et d'asile commune avec un réel contrôle de nos frontières extérieures. Monsieur le Premier ministre, nous voulons une autre Europe. La France doit retrouver son panache et redevenir, avec l'Allemagne, le moteur de la relance européenne. Quand allez-vous enfin agir? Je vous remercie. La parole est à monsieur Jean-Marc Ayrault, ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Thierry Benoît, je vous rassure, la France n'est pas absente. Et je peux témoigner ici de l'influence de la France sur des questions essentielles. Encore hier, encore avant-hier, au Conseil des ministres des Affaires étrangères, il y avait à l'ordre du jour plusieurs questions, dont une extrêmement importante et qui concerne à la fois la sécurité des Africains, le développement de l'Afrique, mais aussi la sécurité de l'Europe. Qui était à l'initiative? Qui a invoqué l'article 42.7 du traité, sinon le président François Hollande, qui a été suivi par un nombre croissant de pays européens qui ont compris qu'il fallait absolument que l'Europe tout entière, et pas seulement la France, investisse en Afrique, non seulement pour la sécurité, mais aussi le développement. La France est à l'initiative. Elle est à l'initiative, par exemple, pour lutter contre le trafic d'armes en Méditerranée centrale, contre Daesh en Libye. C'est la France qui a permis que soit adopté la semaine dernière au Conseil de sécurité à l'unanimité, et la France a joué son rôle diplomatique en entraînant les Européens, justement pour apporter une réponse pour lutter contre le terrorisme et assurer l'unité et la sécurité, non seulement en Libye, mais dans les pays de la région. Enfin, lundi dernier, l'initiative française de paix au Proche-Orient a été saluée, non seulement saluée, mais soutenue officiellement à l'unanimité de tous les membres présents. Alors comment pouvez-vous vous dire que la France est absente? Eh bien, je vous rassure, quel que soit le résultat du vote des Britanniques, et nous souhaitons qu'ils restent dans l'Europe, alors la France sera à l'initiative, elle le fera rapidement, et elle le fera avec l'Allemagne pour entraîner tous les Européens vers un nouvel horizon, une nouvelle espérance dans l'avenir de l'Europe, qui est notre projet commun. Merci, monsieur le ministre. Mes chers collègues, je suis heureux de saluer la présence dans notre hémicycle des élèves de la classe de CM2 de l'école élémentaire Petit Tour Georges Gruel de Pujol, dans le Lot-et-Garonne, accompagnés par leurs professeurs. Cette classe est lauréate de la 21e édition du Parlement des enfants, avec une proposition de loi visant à protéger et préserver les abeilles, notamment en interdisant les herbicides et pesticides de synthèse dans les espaces verts publics. Je les félicite en votre nom à tous et leur souhaite chaleureusement la bienvenue. La parole est à monsieur Sébastien Pietrasanta. Monsieur le Président, allez, ma on question retrouve s'adresse au notre ministre calme pour montrer de à ces l'Intérieur. élèves comment nous savons nous conduire.
Monsieur le ministre, face à une menace terroriste qui ne faiblit pas, la France ne doit pas lutter seule. Les attentats de Paris de janvier et du 13 novembre 2015 et ceux de Bruxelles du 22 mars 2016 nous ont tristement rappelé que nos démocraties européennes font face à un danger commun qui se déploie sur plusieurs fronts. Nous avons adopté plusieurs lois antiterroristes en France pour faire face à cette nouvelle menace. La commission d'enquête dédiée aux moyens mis en œuvre par l'État pour lutter contre le terrorisme, présidée par notre collègue Georges Fenech, et dont je suis le rapporteur, fera évidemment de nombreuses propositions dans le rapport que je rendrai le 5 juillet. Tous les outils exploitables doivent être mis en place. Pour cela, nous avons besoin de l'Union européenne à nos côtés. Ce doit être un espace de protection de nos concitoyens. Des outils efficaces ont été mis en place, tels que le gel des avoirs des personnes susceptibles de financer le terrorisme. Mais ce n'est pas suffisant. La France a été un des pays moteurs pour la mise en place du registre européen des données de passagers aériens, le PNR. Il est plus que jamais temps de le rendre pleinement effectif, mais là aussi, cela ne suffira pas. La France est aussi engagée pour développer l'échange européen des données sur les individus dangereux. Des fichiers européens existent. Le système d'information Schengen ne doit pas être un simple outil d'information, mais il doit être alimenté par tous les pays européens pour qu'il soit pleinement efficace et mieux contrôler les entrées de l'espace Schengen. L'Union européenne doit être le premier rempart contre le terrorisme qui est aujourd'hui plus que jamais international. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire quelle est l'action de la France pour renforcer la coopération européenne en matière de lutte contre le terrorisme? Merci. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Oui, monsieur le député Pietrasanta, vous avez raison d'insister sur la dimension européenne de la lutte antiterroriste et sur la nécessité pour la France d'être à l'avant-garde du combat qu'il convient de mener au sein de l'Union européenne. Je voudrais insister, pour répondre précisément à votre question, sur 3 points. D'abord, la nécessité d'établir la traçabilité du retour des passagers qui viennent du théâtre des opérations terroristes, et c'est la raison pour laquelle nous avons enfin obtenu le 15 décembre dernier du Conseil européen et du Parlement européen un accord sur la mise en place de ce PNR qui inclura les vols intracommunautaires et les vols charters, de manière à ce que nous puissions avoir un outil qui soit adapté à ce qu'est la réalité des flux de terroristes au plan international. Deuxièmement, nous avons souhaité la révision de la directive de 91 sur le trafic d'armes, parce que lutter contre le trafic d'armes au plan européen, c'est priver les terroristes du moyen de leurs crimes. Et nous avons souhaité, sur la traçabilité des armes, sur le marquage des armes, sur la lutte contre la vente d'armes sur Internet, progresser très significativement. Et puis ensuite, il y a un troisième sujet qui est celui de l'efficacité du contrôle aux frontières. Nous avons obtenu la modification de Schengen à travers le nouvel article 7-2 de Schengen qui permet le contrôle aux frontières de tous les personnes qui rentrent dans l'Union européenne, y compris les ressortissants européens, l'alimentation du SIS par l'ensemble des services de renseignement pour qu'aucun terroriste n'échappe au contrôle à travers l'alimentation du FPR, la connexion des fichiers criminels, le SIS avec le SLTD, avec Eurodac dont le règlement doit être modifié pour qu'Eurodac puisse être utilisé à des fins sécuritaires, et la mise en place d'une task force européenne de lutte contre la fraude documentaire. Voilà le programme de la France au sein de l'Union. Merci. La parole est à Monsieur Pierre Lequillier. Oui, Monsieur le Premier ministre, le référendum en Grande-Bretagne, qu'elle décide de sortir ou de rester dans l'Union européenne, ce que nous souhaitons, nécessitera de toute façon une action immédiate et énergique. Il y aura un avant et un après. La violence de la campagne, parfois dominée par la xénophobie, doit nous interpeller, comme la montée des populismes partout ailleurs. Cela suffit. La France doit s'engager. Elle ne peut pas continuer à voir passer les crises comme elle le fait depuis 4 ans en restant inerte. L'Europe est pour nous, les Républicains, un enjeu prioritaire sur lequel nous faisons des propositions concrètes, objet rien que ce dernier mois d'une convention nationale et d'un club des 28 rassemblant nos partenaires européens. Mais nous payons aujourd'hui l'incapacité de François Hollande à réformer et à respecter les 3%, donc sa perte de crédibilité. Nous payons son absence de vision pour l'avenir de l'Europe. Nous payons la panne du moteur franco-allemand. Aucune négociation n'a été engagée avec nos partenaires pour refonder la zone euro. Sur l'immigration, Mme Merkel a négocié seule avec Erdogan
Et François Hollande reste muet sur la réforme indispensable de Schengen. Et réforme de Schengen, monsieur le ministre des Affaires étrangères, non pas lutte contre les trafics d'armes. Aucune avancée n'a été réalisée, ni sur l'harmonisation fiscale, ni d'ailleurs sur les grandes politiques communes. Le référendum britannique est en soi un signal d'alarme. À une heure aussi grave, je sens bien que François Hollande met plus d'entrain à s'occuper de la primaire à gauche que de l'Europe. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous dire si dès après-demain, François Hollande compte enfin sur l'ensemble de ces chantiers majeurs prendre l'initiative et si oui, quelle La parole est à initiative? monsieur Jean-Marc Ayrault, ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député Lequillier. J'espérais peut-être une approche un peu plus élevée de l'avenir de l'Europe. Et vous y mêlez des considérations de petite politique. Mais je vous laisse cette approche, même si je la regrette. Parce que nous sommes effectivement à un moment historique pour l'Europe. C'est la première fois qu'un pays va consulter son peuple pour savoir s'il reste ou non dans l'Union européenne. Et cette décision, elle appartient au Premier ministre britannique, qui l'a engagée, et maintenant la réponse, elle appartient au peuple britannique. Et donc, ce que je voudrais vous rappeler ici, c'est que la France a toujours été claire, et elle n'est pas seule pour le dire, c'est que nous souhaitons que face à une question aussi importante, le peuple britannique choisisse à la fois où est son intérêt durable, mais aussi où est l'intérêt de l'Europe, qui est notre avenir commun. Donc nous souhaitons, je souhaite, comme vous d'ailleurs, que le peuple britannique choisisse le maintien dans l'Union européenne. Après, il faudra appliquer les décisions qui ont été prises au Conseil européen le 19 février dernier, ni plus ni moins. Ça, c'est un engagement qui a été pris, mais par contre, et vous avez évoqué cette question comme votre prédécesseur il y a quelques instants, effectivement, il va falloir prendre des initiatives pour redonner de l'espoir aux Européens, parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, un doute s'installe dans les esprits des peuples européens, partout. Le populisme, le retour au nationalisme reprend le dessus. Et donc, c'est un défi pour nous tous, pour la France, pour l'Allemagne et pour les autres pays. Donc, la France s'exprimera. Le président de la République a prévu effectivement de faire des propositions. Nous les ferons avec l'Allemagne, mais nous voulons les faire aussi aux autres peuples, parce que l'avenir de chacune de nos nations n'est pas derrière nos frontières, il est aussi dans un projet commun, mais pour ça, il y a des choses à changer en Europe, et nous le ferons. C'est en tout cas l'engagement que je prends devant vous. La parole est à madame Cécile Untermeier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture et j'y associe mes collègues députés de Saône-et-Loire. Comme d'autres départements français, la Saône-et-Loire a connu une pluviométrie exceptionnelle au cours du printemps qui vient de s'achever. Les précipitations ont été jusqu'à 2 fois supérieures à la normale dans l'est du département, en particulier dans tout le Val de Saône et la Bresse. Certes, ces précipitations n'ont pas fait de dégâts spectaculaires sur le bâti, comme dans d'autres régions du pays, mais dans les champs, ce sont plusieurs dizaines de milliers d'hectares qui n'ont toujours pas pu être semés en Saône-et-Loire, 2e département agricole de France. Les foins n'ont pu être coupés et ne le seront pas davantage plus tard dans un sol détrempé où la nappe phréatique affleure partout. Les animaux ne peuvent être mis au pré et sont nourris avec les stocks de foin qui diminuent. Depuis plusieurs semaines, les travaux de saison sont rendus impossibles, les semis infructueux. Tout cela dans un contexte très tendu du point de vue européen sur la question en particulier du prix du lait. L'inquiétude est à son comble dans les rangs des agriculteurs. Sans trésorerie, ils ne peuvent faire face aux échéances qui tombent. Ils redoutent l'inéligibilité aux aides de PAC à raison d'une date limite de semis qui n'aura pas été respectée. Je sais que le gouvernement est mobilisé sur ces questions et que les préfets lancent la procédure de reconnaissance de catastrophes naturelles avec les maires des territoires en lien avec les exploitants. Il importe, vous le savez, que cette procédure soit rapidement menée et que les agriculteurs puissent être rassurés en termes de délai, mais aussi de trésorerie et de dérogation au titre de la PAC. Ma question en plusieurs points, Monsieur le ministre, est la suivante. Dans quel délai la reconnaissance en état de catastrophe naturelle peut-elle intervenir? Quels effets peut-on en attendre sur les questions d'éligibilité de la PAC? Quelles autres mesures d'accompagnement des agriculteurs touchés sont prévues? Et enfin, à quelle date le versement attendu du solde de la PAC 2015 sera effectif? Merci madame. La parole est à monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, Madame la députée, vous avez évoqué la question des inondations.
concerne votre département, mais d'autres départements. Et des régions entières, comme la région Centre, voire la région Île-de-France, qui ont connu ce même type d'aléas climatiques dramatiques. Le gouvernement est mobilisé. Vous évoquez un sujet particulier, celui qui concerne l'état de catastrophe naturelle. À chaque fois que l'état de catastrophe naturelle sera déclaré dans un endroit et dans une commune, les aides PAC afférentes aux agriculteurs concernés par ces communes seront versées. Reste le problème des endroits où il n'y a pas eu de déclaration de catastrophe naturelle parce qu'il n'y a pas eu d'inondation dans l'habitat et que les maires ne souhaitent pas déclarer leur commune en état de catastrophe naturelle. Sur ce sujet spécifique, une instruction, Monsieur Le Fur, s'il vous plaît, sur ce sujet spécifique, une instruction sera envoyée de la part de la Direction générale de la production et de l'environnement qui précisera au préfet que partout où sera constatées les inondations, même s'il n'y a pas d'état de catastrophe naturelle déclaré, il y aura une déclaration spécifique qui sera faite par le ministère de l'Agriculture pour permettre à ces agriculteurs de toucher leurs aides PAC. Voilà ce que je voulais vous dire. On y ajoutera les aides qui sont liées aux exonérations de taxes sur le foncier non bâti, aux exonérations et reports de cotisations sociales, aux aides liées de compléments de FAC à l'année blanche, autant de dispositifs qui doivent permettre aux agriculteurs qui ont été touchés par ces inondations de pouvoir passer cette étape extrêmement difficile. Le gouvernement est mobilisé. Je me suis déplacé à plusieurs endroits, en Saône-et-Loire comme ailleurs. Nous sommes aux côtés des agriculteurs. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Sébastien Huyghe. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Ministre des Affaires étrangères. Les ambassadeurs des 28 États membres de l'Union ont signifié ce mardi la reconduction des sanctions à l'encontre de la Fédération de Russie et, dans les jours qui viennent, vous allez, Monsieur le Ministre, l'entériner avec vos homologues. Alors que le blocage sur le dossier ukrainien est total et alors que les tensions avec la Russie n'ont jamais été aussi fortes depuis la fin de la guerre froide, il est regrettable de ne pas avoir utilisé cette discussion sur le renouvellement des sanctions pour essayer de sortir du blocage actuel et enclencher une dynamique positive. La dernière chose dont l'Europe ait besoin, la dernière chose dont le monde ait besoin, c'est d'une nouvelle guerre froide. Face aux grands défis auxquels nous sommes confrontés, nous avons besoin de la Russie. Nous avons besoin de la Russie pour régler le conflit en Syrie. Nous avons besoin de la Russie pour lutter contre le terrorisme djihadiste qui est notre ennemi commun. Cela ne veut pas dire que nous devions être d'accord sur tout avec les Russes, mais cela signifie que personne ne peut se satisfaire de la situation actuelle qui, de surcroît, fait injustement souffrir nos agriculteurs, nos éleveurs, nos entreprises. Plutôt que de laisser ces sanctions nous éloigner encore, raidir les positions de part et d'autre et dégrader un peu plus la situation, nous aurions dû les utiliser pour créer un électrochoc positif en proposant aux Russes la voie d'un retrait mutuel et progressif des sanctions européennes comme russes en échange de gestes concrets allant dans le sens de l'application des accords de Minsk. Les accords de Minsk restent le seul cadre capable de surmonter la crise ukrainienne et ils doivent être appliqués par les Russes comme par les Ukrainiens, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais soyons réalistes, il faudra du temps avant que Minsk soit intégralement mis en œuvre. Il fallait sortir du blocage, trouver le moyen d'avancer. Cette discussion sur la reconduction des sanctions, vous en donnez l'occasion et vous ne l'avez pas saisie. Monsieur le ministre, Merci. que propose la France? La parole est à Monsieur le ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Monsieur le Président, merci, Monsieur le député. Vous oubliez quelque chose dans votre question, c'est qu'il existe une initiative franco-allemande qui s'appelle le format Normandie et que nous tenons des réunions régulières avec mon homologue Steinmeier et le ministre des Affaires étrangères russe et ukrainien. Et lorsque cela est nécessaire, nous le faisons au niveau des présidents, les chefs d'État et de gouvernement. Et nous ne sommes pas rendus assez loin pour que les sanctions soient levées dans le respect des accords de Minsk. Je vous rappelle que les sanctions ne sont pas un but en soi. Les sanctions ont pour objectif d'être levées. C'est ce que j'ai dit à Vladimir Poutine lorsque je me suis rendu à Moscou. Et pour ça, il faut des progrès concrets, réels, sur le terrain. Et vous savez bien que la violence dans le Donbass doit reculer. Il y a quelques progrès, mais ils sont encore insuffisants.
Il faut aussi que les stocks d'armes soient détruits, il faut que les échanges de prisonniers aient lieu, il faut que l'amnistie intervienne. Et il y a la part aussi de ce que doit faire l'Ukraine, c'est-à-dire la réforme de la décentralisation, statut spécial pour le Donbass et la réforme électorale. Nous sommes loin du compte. Donc comme nous ne sommes pas rendus à l'objectif qui nous permettrait de lever même partiellement les sanctions, elles vont être reconduites. Mais le message que je vous adresse aujourd'hui, c'est que nous sommes prêts à chaque étape des progrès à examiner. En tout cas, c'est le point de vue de la France, qui est d'ailleurs partagé par l'Allemagne. Mais il y aura le 28 et le 29 au Conseil européen un débat. Je souhaite que ce débat soit objectif, qui regarde les progrès qui ont été accomplis, qui mesure ce qui reste encore à faire. Et si, dans les 6 mois qui consistent au renouvellement des sanctions, il y a des progrès, alors il faudra tendre la main pour aller effectivement vers une levée progressive des sanctions. C'est le contraire de la guerre froide. Nous ne voulons pas la guerre froide, nous voulons la paix, nous voulons le partenariat et la sécurité. La parole est à monsieur Philippe Duron. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à monsieur Alain Vidalis, secrétaire d'État chargé des Transports. J'y associe mes collègues Frédéric Cuvillier, député de Pas-de-Calais, et Gilles Savary, député de Gironde. Monsieur le ministre, la question du détachement des travailleurs est sensible au sein du marché intérieur de l'Union européenne. Nécessaire pour répondre à des besoins ponctuels de certains secteurs d'activité, en accord avec le souhait communautaire de libre circulation des personnes et des biens, le détachement doit toutefois être strictement encadré en raison des nombreuses situations d'abus et d'exploitation de travailleurs observées depuis plusieurs années. Le transport routier français est particulièrement touché par ces dérives, victime d'un dumping social violent qui génère des conditions de travail dégradantes, de multiples fraudes. Il introduit une distorsion de concurrence insoutenable avec les pays de l'Est européen. C'est dans cette optique que le gouvernement a souhaité transposer au transport routier ce qu'il a mis en place dans les autres secteurs en matière de détachement de travailleurs. Ainsi, l'article 281 de la loi Macron prévoit d'imposer une rémunération à hauteur du SMIC horaire aux employeurs de conducteurs étrangers qui livrent et déchargent en France et de renforcer en parallèle la lutte contre la concurrence sociale déloyale en cohérence avec la directive détachement de 1996. Cette mesure, monsieur le ministre, nous sommes fiers sur ces bancs de l'avoir portée à vos côtés. C'est donc avec étonnement que nous avons appris jeudi dernier l'annonce par la Commission européenne du déclenchement d'une procédure d'infraction à l'encontre de la France concernant le décret d'application de cet article de loi, considérant que cette mesure créerait des obstacles administratifs disproportionnés au bon fonctionnement du marché intérieur. Pourtant, ce décret ne contredit nullement le règlement européen en matière de cabotage. Il est injustifiable aujourd'hui que le secteur routier échappe aux règles de détachement et que la concurrence s'exerce par le nivellement social. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous indiquer les suites que vous entendez donner à cette mise en demeure préoccupante à de nombreux égards? Merci. La parole est à monsieur Alain Vidalis, secrétaire d'État chargé des transports, de la mer et de la pêche. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, le transport routier de marchandises est aujourd'hui victime d'une concurrence déloyale qui repose fortement sur le dumping social pratiqué par des entreprises européennes, mais aussi françaises, qui font de l'optimisation sociale en créant des filiales à l'étranger. Je déplore l'annonce par la Commission européenne de l'ouverture d'une procédure d'infraction visant des dispositions prises par la France pour faire appliquer le droit du détachement au transport routier de marchandises. Le président Juncker a justement rappelé que le principe à travail égal, salaire égal sur un même lieu de travail est fondamental pour assurer une saine et équitable concurrence en Europe. La France entend uniquement faire respecter l'application du droit communautaire en créant les conditions d'une concurrence loyale dans le cadre de libre prestation de services. Les directives détachement des travailleurs de 1996 et 2014 sont des pivots de l'application de ce principe dans tous les secteurs, notamment pour parvenir au respect du salaire minimum. La loi du 6 août 2015 a prévu 2 dispositions pour rendre applicable ce droit au détachement au transport routier de marchandises, mesures qui entreront en vigueur au 1er juillet prochain. La position de la France est claire. La meilleure façon de faire fonctionner le marché et de respecter la concurrence, c'est d'abord de respecter les règles. Quand il y a tant de détournements des règles, c'est le principe même qui est en cause. Nous voulons revenir à l'application du droit européen. Au moment où la remise en cause du projet européen fait le lit de tous les populismes en Europe, la France souhaite ainsi réaffirmer sa vision d'une Europe qui n'est pas la loi de la jungle,
mais un marché ouvert et régulé, y compris sur les questions sociales. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Alain Moine-Bressan. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, la France est-elle ingouvernable? C'est ce que pensent les médias étrangers lorsqu'ils voient la pagaille que vous avez semée et les blocages que vous ne parvenez pas à lever. Alors que la France accueille une compétition d'envergure internationale, l'Euro de foot, que tous les yeux européens sont tournés vers la France, voilà ce que la presse européenne a vu. Grève des cheminots, grève des éboueurs, grève des pilotes de ligne et manifestations contre la loi travail. En marge de ces manifestations, les scènes de violence un peu partout, et en particulier en plein Paris, avec des manifestants s'en prenant aux forces de l'ordre et des casseurs s'en prenant à l'hôpital Necker des enfants malades, donnent une bien triste image de la France. Derrière cette image, ce sont les manquements du gouvernement et du président de la République qui sont pointés du doigt. C'est d'abord votre incapacité à maintenir l'ordre et à faire preuve d'autorité alors que nous sommes en plein état d'urgence, que la lutte contre le terrorisme est maximale et que nous recevons des milliers de supporters de foot pour ce qui doit être une fête populaire. C'est ensuite votre incapacité à réformer qui est désignée. Alors que tous nos voisins ont engagé des réformes structurelles et que même le commissaire français, Pierre Moscovici, appelle à engager les réformes nécessaires, la France fait figure d'exception. Cette critique des médias européens, mais aussi des médias américains, n'est pas sans conséquence. Elle préfigure l'impact que pourraient avoir les manifestations contre la loi travail, qui est tout sauf une loi de réforme, sur l'activité touristique cet été et sur l'activité économique de notre pays, alors qu'une récente étude a montré que la France attire de moins en moins de sièges d'entreprises. Monsieur le Premier ministre, comment voulez-vous attirer les investisseurs dans ces conditions? Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le député, je vous réponds bien volontiers. Moi, je me rappelle des images de mon pays pendant les émeutes urbaines de 2005. Je me rappelle de la violence des images à l'occasion du sommet de l'OTAN à Strasbourg en 2010, quand Nicolas Sarkozy était président. Et je pourrais rappeler en permanence cela. Et quand je juge une politique, celle d'un gouvernement ou d'un président, quand je suis dans l'opposition, ou quand on juge, comme vous venez de le faire, l'action du président de la République, du gouvernement ou d'une majorité quand vous êtes dans l'opposition, moi, je ne vais pas chercher la presse étrangère qui porte et portera toujours à sa manière un regard sur la France. Et j'essaie, notamment quand nous sommes à l'occasion d'une séance de questions au gouvernement sur l'Europe, de valoriser mon pays. Et quand vous évoquez la baisse du tourisme, monsieur le député, quand vous évoquez la baisse du tourisme, par exemple, au cours de ces derniers mois, moi, alors, à ce moment-là, j'aurais pu aller chercher dans la presse européenne et mondiale le regard de cette presse sur le courage et la résilience des Français face au terrorisme et la démonstration de courage et d'honneur qu'ils ont fait. Car vous le savez, car votre question était très large, monsieur le député, s'il y a eu une baisse des tourismes au cours de ces derniers mois, et notamment à Paris et en Île-de-France, c'est précisément à cause des attentats. Et moi, je salue plutôt les initiatives qui sont celles d'Anne Hidalgo ou de Valérie Pécresse, qui vont dans des pays, notamment, qui ont été marqués par ces attentats. Je pense au Japon, pour convaincre qu'il faut venir en France. Donc, à l'occasion de ces questions au gouvernement sur l'Europe, moi, monsieur le député, je vous dis, j'en ai assez de ceux qui mettent en permanence en cause la France, qui fait aussi l'admiration dans le monde entier, grâce à l'action qui est la nôtre en matière de défense, sur le plan diplomatique, grâce aussi aux réformes que nous menons. C'est comme ça qu'on est patriote et c'est comme ça qu'on sert le pays. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est au président André Chassaigne. Monsieur le Premier ministre, ce matin,
Conformément à votre décision, la préfecture de police avait annoncé l'interdiction de la manifestation prévue demain contre la loi travail. Une décision que j'avais qualifiée d'honteuse sous un gouvernement de gauche. Quelques heures plus tard, le ministre de l'Intérieur levait cette interdiction pour autoriser un défilé réduit. Si ce revirement permet le respect de la liberté de manifester, nous déplorons qu'une telle atteinte à un droit fondamental ait pu être envisagée. La méthode gouvernementale sur cette loi travail est un fiasco. Alors que ce projet de loi, inspiré de Bruxelles, continue de concentrer toutes les oppositions, opposition d'une majorité de Français, opposition des parlementaires, opposition de la majorité des syndicats représentatifs, votre gouvernement ne sait plus comment s'en sortir. Depuis le début, vous tentez de jeter le discrédit sur le mouvement social malgré les appels de la majorité des syndicats représentatifs pour négocier et soumettre leurs propositions. Les violences inacceptables des casseurs, intervenues en marge des précédentes manifestations, ne sont qu'un prétexte pour ne pas assumer vos responsabilités face aux trahisons des valeurs de la gauche. Nous ne cesserons pas de dénoncer ces violences qui participent d'une stratégie de pourrissement du mouvement social. Monsieur le Premier ministre, il est urgent de sortir par le haut de cette funeste séquence. Plutôt qu'un nouveau simulacre de débat dans cet hémicycle, la seule solution, oui la seule solution, est la reprise du dialogue avec les organisations syndicales. Une nouvelle fois, nous vous demandons solennellement de retirer ce projet de loi pour le renvoyer à la négociation collective. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président Chassaigne, je vous réponds, même si le lien, je l'ai compris, avec les questions européennes était fort éloigné, malgré une habileté que je reconnais de votre part. Qui peut, mais bien évidemment, et c'est pour ça que je vous réponds courtoisement, et sur le fond et avec précision, qui peut sérieusement croire, Monsieur le Président, que les droits syndicaux sont bafoués dans notre pays? Qui peut nier le fait que les opinions n'ont cessé de s'exprimer? Des manifestations en nombre contre le projet de loi travail ont déjà eu lieu à Paris, dans de nombreuses villes de région, et il y en aura d'autres. Les opposants ont déjà pu maintes fois s'exprimer dans la rue. Et donc manifester, Monsieur Chassaigne, est une liberté fondamentale. Et le gouvernement la garantit avec constance et esprit de responsabilité. Car la responsabilité du gouvernement, c'est aussi de garantir la sécurité, de veiller à l'ordre public dans un contexte, faut-il le rappeler, vous l'avez oublié sans doute, particulièrement exigeant. Menaces terroristes, Euro de football, sollicitations sans précédent de nos forces de l'ordre qui, je le rappelle, et vous n'avez pas eu un mot là-dessus, sont confrontés à des groupuscules violents, ceux de l'ultra-gauche, et je rends hommage au travail des forces de l'ordre. Monsieur le Président Chassaigne, je veux simplement rappeler les faits. Lors des récentes manifestations qui se sont tenues depuis le 28 avril, malgré le déploiement important des forces de l'ordre, des débordements ont été constatés, des attaques aux biens, des commerces pris pour cible, des violences insupportables contre nos policiers et nos gendarmes. Il y a eu des blessés, il y aurait pu y avoir des conséquences bien plus graves. Lors de la dernière manifestation à Paris, le 14 juin, les limites ont été franchies. Déferlement de violences inégalées, saccage de bâtiments publics dont l'hôpital Necker des enfants malades, perpétrés par des casseurs sous les yeux d'un service d'ordre des organisateurs totalement débordé. Dans un premier temps, les syndicats ont refusé la proposition du ministre de l'Intérieur et de la préfecture de police. Un rassemblement statique sur une grande place parisienne, seule possibilité envisageable au regard des garanties apportées par les organisateurs. Dans un deuxième temps, les discussions engagées entre les organisateurs et la préfecture de police ont conduit le préfet de police à prendre une décision d'interdiction de la manifestation sur un trajet long qui ne permettrait pas d'assurer la sécurisation du cortège. Ce matin, le ministre de l'Intérieur, et je le remercie une nouvelle fois pour son esprit républicain
et le sens des responsabilités qui sont les siens, a reçu à leur demande les organisateurs. Il leur a proposé un trajet alternatif, beaucoup plus resserré, localisé, répondant aux exigences du maintien de l'ordre. Cette proposition a été enfin acceptée. Et c'est la preuve que tout a été fait, Monsieur Chassaigne, tout, du côté des pouvoirs publics, c'est-à-dire, pour que les choses soient précises, du Président de la République, du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur, ensemble, pour permettre cette expression démocratique. Et dans ce moment où notre pays a besoin d'unité et de rassemblement, je dis à chacun de bien mesurer la portée de ces déclarations et de ces agissements. La manifestation aura lieu, mais je veux être clair, chacun devra faire preuve de la plus grande responsabilité afin d'éviter que les violences ne se reproduisent, car les Français ne tolèrent pas et ne toléreront aucun débordement et ceux qui ne les condamnent pas. Je sais que les forces de l'ordre font un travail difficile et j'appelle les organisateurs à respecter intégralement leurs engagements contre un service d'ordre qui doit être déployé pour prévenir les violences. Monsieur le Président Chassaigne, sur la loi travail, le gouvernement, vous le savez, est déterminé à faire aboutir ce texte, déterminé à prendre toutes les décisions nécessaires pour combattre le chômage de masse, pour donner des perspectives d'avenir à notre jeunesse, déterminé à réformer la France pour la rendre plus forte et plus compétitive, et déterminé à faire vivre le dialogue social, car notre société a besoin de dialogue et de compromis, et notamment dans l'entreprise, là où on est au plus près des réalités. Donc sachez notre détermination, nous poursuivrons ce texte qui est actuellement au Sénat, son débat, et nous le ferons adopter parce qu'il en va de l'intérêt du pays. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Paul Salen. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre et porte sur la coopération européenne en matière de lutte contre le terrorisme. Depuis plusieurs années, l'Europe a subi de nombreux attentats particulièrement violents qui ont profondément marqué le territoire européen. En 2009 et 2013, plus de 1000 attentats avortés, déjoués ou malheureusement réussis ont été recensés dans les États membres de l'Union européenne. Ces chiffres ne tiennent pas compte des années suivantes qui ont connu une escalade dans l'importation du terrorisme sur le sol européen. La stratégie de l'Union européenne en matière de lutte contre le terrorisme se développe autour de 4 axes: la prévention, la protection, la poursuite et la réaction. En février 2015, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne ont affirmé que seul le dialogue avec les pays tiers sur les questions de sécurité et de terrorisme permettrait de lutter efficacement contre le développement du terrorisme en Europe. La coopération en matière de renseignement doit être impérativement renforcée, ainsi que le contrôle des personnes qui entrent et qui sortent de l'Union européenne. En effet, la menace terroriste ne tient pas compte des frontières, et c'est pour cela qu'il faut y répondre à l'échelon national, mais aussi à travers la coopération européenne et internationale. Cependant, des divergences persistent entre les différents pays européens au niveau de la législation. À titre d'exemple, en Belgique, la garde à vue ne dure que 24 heures, alors qu'en France, elle peut durer jusqu'à 96 heures, voire 6 jours. On le voit, l'harmonisation des procédures au niveau européen est un sujet capital qui doit être débattu rapidement. Monsieur le Premier ministre, alors que les pays membres de l'OTAN se retrouvent pour un sommet début juillet, pouvez-vous nous dire si la coopération en matière de terrorisme fera partie des sujets abordés et quelle sera la voix de la France? Merci. La parole est à Monsieur Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le député, vous avez évidemment raison. La lutte contre le terrorisme passe par une coopération accentuée au sein de l'Union européenne. Vous savez que nous avons pour cela un certain nombre d'outils qui ont besoin naturellement de se renforcer au regard de ce que nous vivons. Le premier de ces outils, je veux le rappeler, c'est le mandat d'arrêt européen qui a été créé en 2002 et qui fonctionne bien. C'est la raison pour laquelle la coopération entre les États est à ce point fluide que nous avons pu récupérer, comme nous le souhaitions, comme le parquet de Paris en avait émis l'intention, Salah Abdeslam, qui est aujourd'hui dans une prison française. Il y a aussi un outil dont je veux mentionner la pertinence, qui est les équipes communes d'enquête, qui permettent justement à des collaborations, comme nous l'avons entre le parquet fédéral belge et le parquet de Paris. Il y a à ce jour, en ce moment, 111 équipes d'enquête qui ont été créées depuis la naissance. Cette coopération internationale a besoin de progresser. Il y a d'autres dispositifs. Je veux simplement en mentionner un dernier. Il y a une décision de 2005 qui vise justement à accroître la coopération.
le sommet des ministres de l'Intérieur et de la Justice européens, le JAI, post-attentat, qui s'est tenu au printemps 2016, a demandé que tous les États appliquent sans réserve la disposition. Pour le moment, nous ne sommes que quelques États à le faire. Il faut accroître. Je ne doute pas que la préoccupation de vous manifester sera entendue et que nous continuerons à renforcer nos liens. Merci, Monsieur le garde des Sceaux. La parole est à Madame Seba Dagoma. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, je souhaite connaître votre position sur la facilité de soutien à la paix pour l'Afrique qui a pour objet de promouvoir la paix et la sécurité de ce continent. Créée en 2003, elle est financée au titre du Fonds européen de développement qui constitue le principal instrument de l'aide communautaire à la coopération et au développement des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, ainsi qu'aux pays des territoires d'outre-mer. Après en avoir été le premier financeur, notre pays est désormais le deuxième derrière l'Allemagne avec une contribution s'élevant à 17% de l'enveloppe totale. Entre 2004 et 2014, l'Union européenne a contractualisé plus d'1,4 milliard d'euros et versé plus de 1,3 milliard d'euros au titre de 7 instruments. Ce soutien financier vise à permettre à l'Union africaine et aux communautés économiques régionales, mécanismes régionaux, de renforcer leurs rôles respectifs dans le domaine de la paix et de la sécurité, ainsi que d'assumer la responsabilité de la stabilisation du continent. Bien que partageant cet objectif, je constate que dans les faits, plus de 85% de la somme dépensée a été versée à la mission de l'Union africaine en Somalie, AMISOM. Monsieur le ministre, si nous sommes conscients de la nécessité d'une action résolue et constante en faveur de la stabilisation de ce pays, nous ne pouvons que nous interroger sur notre stratégie au regard de l'état de nos finances publiques et de nos priorités en matière de maintien de la paix et de renforcement de la sécurité en Afrique. Pouvez-vous nous éclairer sur les raisons qui ont présidé à une telle clé de répartition ? Ne peut-on pas utiliser à l'avenir une partie de ces sommes au profit des pays qui luttent activement contre Boko Haram ou plus largement de l'ensemble des pays du G5 Sahel ? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Marc Ayrault, ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Oui, Monsieur le Président, merci. Madame la députée, vous avez parfaitement raison. Vous avez décrit ce qu'est la facilité africaine de paix, financée par l'Union européenne, et vous avez rappelé qu'effectivement, plus de 80%, voire 85% de son montant, qui est élevé, est consacré à la mission africaine en Somalie, la MISOM, et qui est d'ailleurs en constante augmentation. C'est un sujet de débat sur lequel, au nom de la France, je suis intervenu à plusieurs reprises pour faire évoluer cette situation. Je crois qu'en effet, le reste de l'Afrique a aussi besoin de soutien. Et j'ai donc pu faire évoluer un peu, mais pas suffisamment encore, vers un rééquilibrage de cette mobilisation financière. Nos partenaires européens, en effet, ont accepté des augmentations successives de la facilité africaine de paix pour d'autres régions. Je pense au Mali, je pense à la Centrafrique, je pense à la Guinée-Bissau. Et là aussi, vous avez parfaitement raison. Aujourd'hui, les pays de la région du Sahel sont confrontés à un double défi sécuritaire. C'est la lutte contre Al-Qaïda au Mali, qui touche aussi le Niger, et la lutte contre Boko Haram. Et le lien entre sécurité et développement est fondamental. Parfois, on oppose l'un à l'autre. On dit qu'on ne peut pas prendre des crédits du développement pour financer des actions de sécurité. Mais lorsqu'on discute avec les chefs d'État africains, qu'on va les voir sur place, on se rend compte qu'il n'y a pas de développement possible s'il n'y a pas de sécurité garantie. C'est pour ça d'ailleurs que les pays africains eux-mêmes s'organisent. Vous connaissez le groupe du G5 qui réunit plusieurs pays pour s'organiser militairement, lutter contre Al-Qaïda et contre Boko Haram. Je n'oublie pas non plus l'action concertée avec le Nigeria. Ces pays-là ont besoin de l'aide de la France et de l'Europe. Et croyez bien que ce que vous avez affirmé, je le partage et que nous allons continuer pour faire de la facilité africaine de paix un bon outil de développement. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Finances et des Comptes publics. La campagne du Brexit a été durement marquée le 16 juin par l'assassinat de Jo Cox, notre collègue députée pro-européenne, dont je salue une fois encore la mémoire. Après 3 jours de deuil national, la campagne bat à nouveau son plein en cette veille de scrutin. Demain, les électeurs britanniques auront à se prononcer sur un choix décisif et clair. Le Royaume-Uni doit-il rester membre de l'Union européenne ou la quitter ? Et ceux qui veulent la quitter ont déjà gagné la guerre psychologique, car si l'on parle de Brexit, qui utilise le terme de Remain ? Au-delà de la décision interne d'un pays, on peut légitimement se demander ce qu'il en serait pour le reste de l'Europe.
L'OCDE et plusieurs cabinets présentent les potentiels impacts d'un Brexit avec ou sans accord de libre-échange pour le Royaume-Uni et la plupart de ses partenaires commerciaux. Nous avons de quoi nous faire quelques cheveux blancs à cette veille du lancement du compte à rebours. Les courants anti-européens, anti-libéraux, anti-mondialisation et certains des partisans du Brexit font miroiter baisse de l'immigration et embellie économique pour mieux enfermer leur pays dans des logiques de peur qui servent leurs intérêts politiques. Mais appuyons-nous sur des études sérieuses pour essayer de faire la lumière sur cette question. Un Brexit aurait des impacts durement significatifs sur les Pays-Bas, l'Irlande, la Belgique et l'Allemagne. La France, quant à elle, ferait partie des 6 pays les plus touchés par un Brexit, jusqu'à 3,2 milliards d'euros de pertes additionnelles à l'export pour les entreprises françaises d'ici 2019, dans le pire des scénarios. Le Brexit pourrait aussi conduire à un désinvestissement des entreprises françaises au Royaume-Uni et des entreprises britanniques en France, qui aurait un impact non négligeable sur la croissance réelle du PIB français. Enfin, la hausse des défaillances d'entreprises au Royaume-Uni serait de nature à accroître le risque d'impayés pour les entreprises françaises commerçant avec ce pays. Vendredi prochain, vers 5 h du matin, heure française, nous devrions avoir la publication des premiers résultats fiables. La sortie d'un pays de l'Union, prévue par l'article 50 du traité de Lisbonne, est certes un processus long, mais l'économie qui repose sur la confiance ira plus vite que la rédaction de l'accord de sortie. Aussi, Monsieur le ministre, ma question est simple. Le gouvernement a-t-il déjà des scénarios d'anticipation prêts sur les conséquences d'un éventuel Brexit? La parole est à Monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Joël Giraud, vous m'interrogez sur les conséquences éventuelles d'un Brexit, comme on dit aujourd'hui, d'une sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Disons d'abord que ceci est devant nous, appartient au peuple britannique, c'est sa liberté. Nous pouvons aussi nous exprimer sur ce que pense la France. Et la France souhaite que le peuple britannique librement choisisse de rester dans l'Union européenne. Pourquoi? Parce qu'une des principales conséquences d'une sortie de l'Union européenne de la Grande-Bretagne, ce sont des conséquences économiques et financières, d'abord et avant tout pour la Grande-Bretagne elle-même. Le pays qui risque le plus du point de vue économique et financier pour lui-même, c'est la Grande-Bretagne. Et au fond, ce débat-là qui a lieu en Grande-Bretagne aujourd'hui, il est du côté de la raison. Il y a d'autres sujets qui sont abordés, sur l'identité, sur la sécurité, sur l'immigration, qui ont parfois, là-bas, comme parfois chez nous, basculé du côté du non raisonnable. Alors, monsieur le député, plutôt que de m'interroger sur les conséquences qu'aurait pour la France et l'Europe le Brexit, elles seraient évidemment négatives, je préfère vous répondre en disant quelles sont les initiatives que nous devons, en tout état de cause, prendre, qu'il y ait un choix de Brexit ou qu'il n'y en ait pas. Parce qu'en tout état de cause, il faudra agir, il faudra des initiatives. Certes politiques, pour réaffirmer la dynamique nécessaire de l'Europe, certes franco-allemande, pour montrer que cet axe-là est fondamental pour avancer en Europe, certes tourné vers d'autres, pour montrer que ce n'est pas que la France et l'Allemagne qui construisent, mais nous aurons besoin de prendre des initiatives pour qu'il y ait plus de cohérence du point de vue économique, plus de cohérence du point de vue social, plus de force, plus de capacité de développement pour que notre économie croisse dans une société plus juste, avec plus d'emplois, plus d'investissements et, au fond, plus de prospérité. Merci. La parole est à Monsieur Patrice Vercher. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, le 19 mai dernier, les ministres des Affaires étrangères des 28 États membres de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et le Premier ministre monténégrin Milo Đukanović signaient le protocole d'accession de ce petit État de 650 000 habitants à l'OTAN. À ce jour, l'Islande, la Slovaquie et la Hongrie ont déjà ratifié le protocole d'adhésion du Monténégro. Demain, le 23 juin, ce sera le tour de l'Albanie et très bientôt de la Croatie. En tant que président du groupe d'amitié France-Monténégro à l'Assemblée nationale, je souhaite rappeler que le Monténégro a fait le choix de l'Europe dès son indépendance. Il a adopté l'euro dès sa création, année où il s'est également porté candidat à l'entrée dans l'Union européenne, avec laquelle les négociations de son adhésion ont finalement débuté en 2012. Son parcours remarquable bénéficie d'un engagement résolu de la part de la classe politique monténégrine et en fait le bon élève d'une région où persistent les tensions. Sa candidature à l'OTAN s'inscrit avec la même détermination. Si elle suscite des questions dans l'opinion publique, elle recueille tout de même l'adhésion de plus de 60% de la population. Au niveau militaire, l'armée monténégrine présente un bon degré d'interopérabilité en dépit de sa modestie et le pays a démontré son intérêt pour les missions de paix pilotées par l'Union européenne au Mali, en République centrafricaine et a également participé aux opérations en Afghanistan.
Le gouvernement monténégrin pensait que le protocole d'adhésion pouvait être signé dès le printemps avant d'être ratifié par les parlements nationaux. Cette ratification permettrait au Monténégro, qui aligne déjà sa politique étrangère sur celle de l'Europe, d'avoir la garantie de sa sécurité tout en renforçant celle des pays de la côte adriatique. De fait, cette adhésion aidera aussi à surmonter les difficultés actuelles et futures, telles que le terrorisme, l'extrémisme religieux ou encore la cybercriminalité. Alors, Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire si la France entend ratifier ou non le protocole d'accession du Monténégro à l'OTAN? Merci. Merci. La parole est à Monsieur Harlem Désir, secrétaire d'État chargé des Affaires européennes. Merci Monsieur le Président. Monsieur le député Patrice Vercher, comme vous l'avez rappelé, le Monténégro a franchi une étape très importante en vue de son adhésion à l'OTAN, puisque le protocole d'adhésion a été signé en mai dernier. Il est donc désormais un membre observateur. Cette décision s'est appuyée sur des critères objectifs, touchant aussi bien à la conformité du pays aux normes de l'OTAN, en particulier en termes de contrôle démocratique des forces armées, qu'à la contribution que le Monténégro est susceptible d'apporter à la sécurité alliée. Dans le cadre de ce processus d'accession, l'OTAN s'assure également de l'adhésion de la population du pays au rapprochement avec l'OTAN, et il s'agit donc bien d'une décision souveraine, aussi bien du pays concerné que de ses alliés, dont la France. Et nul État tiers n'a de droit de regard sur ce processus ni sur cette décision. Il faut cependant s'assurer que de nouvelles adhésions ne sont pas de nature à diminuer le niveau de sécurité de l'Alliance dans son ensemble. Et effectivement, la France considère que le Monténégro est aujourd'hui en mesure d'apporter une contribution à la sécurité collective. C'est la raison pour laquelle nous adoptons à la fois une approche positive, mais aussi, quand il y a d'autres demandes, une approche extrêmement prudente concernant tout élargissement de l'OTAN. Mais la France, effectivement, et cela sera évidemment soumis au Parlement, soutient la ratification du processus d'adhésion du Monténégro à l'OTAN. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Christophe Caresche. Oui, merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Finances et des Comptes publics. Elle porte sur les questions de fraude fiscale, d'évasion fiscale ou d'optimisation fiscale. Ce sont des questions, Monsieur le ministre, vous le savez bien, qui sont très sensibles pour nos concitoyens et, j'allais dire, pour tous les peuples européens. Ils attendent sur ces questions des réponses fortes. Et c'est vrai que la France, pour elle-même d'abord, a engagé une action déterminée dans ce domaine. Je n'en veux pour preuve que les dispositions qui ont été adoptées dans la loi qui porte votre nom, Monsieur le ministre, sur ces questions et en particulier sur ce qu'on appelle le reporting par pays. La France soutient aussi les initiatives qui se déploient au niveau international, notamment à partir de l'excellent travail de l'OCDE et du programme dit BEPS. La France a soutenu ces initiatives. Nous avons désormais toute une série de mesures qui ont été élaborées en concertation avec de nombreux pays au niveau international. Le G20 a adopté ces mesures, a pris des engagements par rapport à ces mesures. Et maintenant, il revient à l'Union européenne de les transcrire dans notre droit européen et dans notre droit national. Ma question est simple, Monsieur le ministre. Je voudrais savoir quelle sera évidemment la position de la France sur les différents textes qui sont devant nous et qui devraient être présentés d'ici la fin de l'année. Et je voudrais savoir aussi, Monsieur le ministre, quels sont les obstacles, quelle est votre analyse par rapport à la possibilité de voir aboutir ces textes dans les meilleures conditions possibles. Merci. Merci. La parole est à Monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Caresche, nous sommes tous déterminés à lutter contre la fraude, à lutter contre l'érosion fiscale, à lutter contre l'optimisation fiscale. Nous le faisons d'abord et avant tout parce que vous avez voté ici des dispositions qui le permettent, en nous munissant en France de la réglementation et des outils performants pour lutter contre cette fraude. Mais chacun le sait, on ne peut pas lutter contre cette fraude souvent internationale sans avoir une concertation et une action commune, et d'abord au niveau européen. Et c'est la raison pour laquelle vous avez parfaitement raison d'attirer l'attention du gouvernement et de la représentation nationale sur le travail qui a été mené, qui est encore mené au niveau européen. Si aujourd'hui, nos administrations fiscales peuvent librement échanger des informations sur les comptes détenus par chaque individu,
c'est grâce à l'action qui a été menée en Europe. Et c'est la raison pour laquelle, vous le savez, le nombre de ceux qui viennent déclarer à l'administration fiscale des comptes qui jusque-là étaient considérés comme cachés a considérablement augmenté. C'est parce qu'en Europe, nous luttons contre l'optimisation fiscale agressive que nous pouvons, et vous en avez vu des exemples assez spectaculaires ces derniers temps, avoir des opérations pour faire en sorte que, y compris les plus grosses entreprises internationales, payent des impôts, je dis bien payent des impôts en France par rapport aux bénéfices qu'elles peuvent être en France, mais payent des impôts tout simplement, parce que sinon elles mettent en place des dispositifs qui font qu'au bout du compte, elles ne payent nulle part les impôts qu'elles doivent. Et ça, c'est en particulier dû au travail au niveau européen. Et je veux souligner que dès hier soir a été adopté, au cours de la journée d'hier, a été adopté un texte européen, une directive de lutte contre l'optimisation fiscale qui nous met au plus haut niveau de l'OCDE. Merci. La parole est à Monsieur Bernard Gérard. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, votre ministre de l'Économie a été le rédacteur du programme économique de l'actuel président de la République, aux grandes dames des Français. Alors que la croissance s'est installée partout chez nos voisins européens, nous attendons toujours la reprise en France. La courbe du chômage s'est inversée partout en Europe depuis plusieurs années grâce à des réformes structurelles, pas en France. Et ce n'est pas la loi El Khomri, qui est tout sauf une réforme du Code du travail, qui nous permettra de retrouver notre influence sur la scène européenne. Ce n'est pas non plus la loi sur la croissance et l'égalité des chances économiques, votée l'année dernière, qui nous aura permis de rejoindre le camp des pays réformateurs. Au-delà de ces textes, qui n'apportent pas de réponse aux véritables enjeux du moment et à la place de la France en Europe, je voudrais vous interroger sur les décrets d'application de la loi Macron, et notamment celui du 20 mai 2016, relatif à la justice prud'homale, qui prévoit que pour tout justiciable qui relève appel d'une décision prud'homale de première instance, un droit d'appel de 225 € sera à régler à défaut d'irrecevabilité de la procédure. Par ailleurs, dans le silence de ce décret, la profession d'avocat s'inquiète d'une nouvelle obligation qui pourrait voir le jour d'avoir recours à un postulant devant la cour d'appel pour les jugements prud'homaux. Cette situation aurait de graves conséquences, elle aussi en termes d'accès au droit, puisque chacune des parties devrait dépenser entre 600 et 1 200 € supplémentaires. Devant de telles incertitudes, le Conseil national du barreau français a engagé un recours contre ce décret du 20 mai 2016. Votre solution pour réduire le nombre de contentieux prud'homaux, sous l'influence donc de M. Macron, semble n'être que financière, alors que nos voisins européens ont su pour la plupart trouver des solutions adaptées. Votre ministre du Travail envisage-t-elle de débattre de ces décrets avec M. Martinez lors d'une prochaine rencontre? Pouvez-vous clarifier la position du gouvernement sur les décrets de M. Macron qui ne va vraiment pas dans le sens d'une harmonisation sociale européenne? Alors, à qui la parole? La parole est à Monsieur Emmanuel Macron. Merci, Monsieur le Président, de Mesdames, Messieurs les l'Industrie députés. Et du numérique. Monsieur le député, je vous cherche des yeux. S'il vous plaît. Je cherche des yeux l'orateur. Pardon, Monsieur le député. D'abord, vous avez fait référence, et je vous remercie au fond de cette accroche aux grandes lois qui réforment structurellement l'économie. Je voudrais ici vous rappeler que les pays auxquels vous faites référence, qui ont procédé justement à ces lois, l'ont souvent fait il y a 10 ans, à une époque où une autre majorité a décidé de ne pas le faire. Et l'Allemagne, puisque vous parlez de nos voisins, qui bénéficient d'un taux de croissance, d'un chômage qui n'est certes pas le nôtre, c'est précisément parce que d'aucuns ont su mener les réformes que certaines majorités n'ont pas voulu conduire. L'effet n'est jamais immédiat. Et ils ont eu alors à affronter en effet des reproches, parfois des excès, souvent des comportements un peu injustes face aux réformes qui à l'époque ne paraissaient pas utiles. Sur la question très précise que vous avez posée, la réforme prud'homale qui est portée par la loi croissance et activité, qui a fait l'objet de plusieurs décrets, dont en effet plusieurs décrets de 20 mai 2015 concernant la procédure. Elle a un premier objectif qui est de raccourcir cette procédure. C'est bien ce à quoi elle conduit. Premier point. Et donc la procédure qui est aujourd'hui en moyenne de 28 mois lorsqu'il y a appel et qui est largement supérieure à ce qu'on constate dans les autres pays, avec un insuffisant taux de conciliation, elle est réduite. Ensuite, ce texte prévoit aussi de pouvoir être accompagné ou par des avocats ou par les défenseurs syndicaux. Et donc, je vois votre préoccupation monétaire, mais il n'y a pas à ce sujet de changement des équilibres. Les textes qui sont en train d'être préparés et qui le sont
par la chancellerie et par le ministère du Travail donneront justement le cadre nécessaire pour que le défenseur syndical et l'avocat puissent accompagner. Il n'y aura pas d'accroissement par cette réforme du coût de la procédure pour les salariés qui sont accompagnés, mais une procédure plus courte, plus efficace et plus lisible. Merci. La parole est à Madame Sandrine Doucet. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le Secrétaire d'État chargé des Affaires européennes. La jeunesse est une chance immense pour notre continent. C'est en elle que vit l'avenir de l'Europe, c'est par elle notamment que doit passer la relance du projet européen, car elle est pleine de force, d'audace et d'espérance. Chaque fois que l'Europe est en recherche d'identité, c'est à la jeunesse qu'elle s'adresse, comme cela s'est fait dans les années 80 et 90 avec les programmes de mobilité. La jeunesse croit en l'Europe, mais peut-être pas toujours dans l'Europe qu'on lui propose. Il faut aller au-delà des mots et développer des actions concrètes et utiles. Par exemple, la France est le premier pays à avoir initié le programme en faveur des jeunes les plus touchés par le chômage et la précarité à travers le dispositif de garantie jeunes. Le programme Erasmus, dont l'agence française est sur ma circonscription à Bordeaux, est une réussite incontestable. 4 millions de jeunes Européens vont en bénéficier pour la période 2014-2020. La mobilité est une opportunité majeure et je l'ai rappelé dans le rapport pour observation que j'ai rendu sur le projet de loi égalité et citoyenneté. Le service civique doit avoir une dimension européenne accrue et le service volontaire européen doit être encouragé. Monsieur le secrétaire d'État, vous avez présenté récemment en Conseil des ministres les initiatives européennes en faveur des jeunes. Elles s'articulent autour de 3 axes. Tout d'abord, renforcer la dimension professionnelle d'Erasmus+, tout en gardant l'essence de ce dispositif, c'est-à-dire la construction d'une citoyenneté européenne à travers des partenariats éducatifs. Ensuite, encourager la dimension européenne du service civique et enfin, créer une carte étudiante européenne. Le gouvernement fait preuve de volontarisme pour notre jeunesse, grande priorité de ce quinquennat, et ces mesures récemment annoncées s'inscrivent dans une politique globale depuis 2012. Ce volet européen est bienvenu. Pouvez-vous nous préciser plus en détail le contenu et les modalités de mise en œuvre de ces initiatives? Merci Madame. La parole est à Monsieur Harlem Désir, secrétaire d'État chargé des Affaires européennes. Merci Monsieur le Président, Madame la députée Sandrine Doucet. En effet, la relance du projet européen passe par la jeunesse. Et vous avez eu raison de rappeler l'immense succès du programme Erasmus+, dont l'Agence pour la France est en Aquitaine, dans votre circonscription, et qui est une fabrique de citoyenneté européenne avec plus de 4 millions de jeunes qui vont pouvoir bénéficier de cette mobilité pendant la période 2014-2020. Mais nous sommes convaincus que l'on peut aller plus loin. D'abord qu'il n'y a pas de raison que seuls, ou pour l'essentiel, les étudiants de l'enseignement supérieur puissent bénéficier de cette mobilité. C'est donc le premier axe d'un développement nouveau que j'ai eu en effet l'occasion de présenté en Conseil des ministres et que nous voulons faire valoir à l'échelle européenne. Celui d'un Erasmus professionnel, celui d'un Erasmus des apprentis, celui d'une possibilité pour tous les jeunes qui sont aujourd'hui dans ces formations en alternance de connaître aussi cette expérience de citoyenneté européenne et par là même d'accroître également leur employabilité, leur qualification. Et nous avons donc décidé de lancer avec l'Allemagne, mais aussi avec le concours des partenaires sociaux en France, du MEDEF, de la CFDT et d'une quinzaine d'entreprises présentes en France et en Allemagne, une expérimentation pour faire la démonstration qu'il est possible de surmonter les obstacles à cette mobilité des jeunes apprentis. Deuxièmement, nous voulons effectivement développer la dimension européenne du service civique. Le service civique existe dans beaucoup de pays de l'Union européenne. Nous sommes nous-mêmes en train de le développer et il nous semble que cela aurait beaucoup de sens qu'une partie du temps que ces jeunes consacrent dans des collectivités locales, dans des associations, pour des actions de soutien aux autres ou à l'environnement, puisse se faire dans un autre pays de l'Union européenne. Et nous avons donc lancé une expérimentation à l'occasion du Conseil des ministres franco-italien avec ce pays. Enfin, une carte d'étudiant européenne, c'est une évidence. Lorsqu'on est étudiant, on doit pouvoir avoir accès aux bibliothèques universitaires, aux services de logement, aux services de restauration dans l'ensemble de l'Union européenne. Et donc, nous lançons également cette expérimentation avec plusieurs pays. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Mes chers collègues, la séance reprendra à 17h30. Je vous rappelle en effet qu'à partir de 17h aura lieu un hommage organisé par les proches de Madame Jo Cox, place du Palais Bourbon. La séance est suspendue.